Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sujet suivant, c'est le lien entre les questions de coopération dans le travail et la confiance. La confiance comme actif immatériel décisif, stratégique pour les organisations et notamment pour les entreprises. Alors, mon propos va tenir en 4 parties. Dans une première partie, je vais revenir sur la différence que l'on doit établir entre coordination et coopération. Le jour où la coopération ne se limite pas et surtout ne se réduit pas à la question de la coordination. On verra, historiquement, les sciences économiques ont abordé le thème de la coordination et ont eu de grandes difficultés à aborder le thème de la coopération. Le deuxième point, ou la deuxième partie de mon exposé, va indiquer en quoi, dans la période actuelle, tout particulièrement dans la période ouverte par la crise des années 70 et le changement de dynamique économique, à savoir le passage d'une économie industrielle fondée sur des ressources matérielles pour l'essentiel, à une économie de services fondée essentiellement sur des ressources immatérielles, comment ce passage conduit à mettre la question de la coopération au cœur de la production de valeur. L'essentiel, la thèse que je vais vous soutenir, c'est que l'essentiel de la création de la valeur se joue aujourd'hui dans des enjeux de coopération. La troisième partie va indiquer le fait que si la coopération est essentielle, alors la question de la confiance devient un actif immatériel stratégique pour les organisations, parce qu'il n'y a pas de coopération sans confiance. Il n'y a pas de coopération sans confiance. Et en même temps, la coopération est l'occasion de renforcer la confiance, de la développer, de lui donner une puissance de création de valeur. La quatrième partie sera une partie, je dirais, plus opérationnelle, si je me permets. C'est-à-dire de dégager de ces thèses des éléments liés à l'action. Comment fait-on dans des situations lorsque la confiance n'est pas là? Lorsque la confiance a été détruite, lorsque la confiance s'est amenuisée à un tel point qu'elle n'apparaît plus comme un actif opérable dans ces organisations. Comment fait-on? Et comment fait-on lorsqu'on a rétabli la confiance, ou lorsqu'elle est là? Comment fait-on pour la développer? À quelles conditions cette confiance peut se développer? Ce qui permettra en même temps, en conclusion, de vous indiquer quelques pistes de travail, en particulier des pistes de travail qui nous sont chères à Athémis, qui seront des pistes de travail que nous vous proposerons à débattre. Alors revenons au premier point, la différence entre coordination et coopération. Historiquement, les économistes, c'est-à-dire les sciences économiques, et à leur suite la gestion, les sciences économiques se sont intéressées à la question de la coordination, c'est-à-dire l'organisation comme une coordination d'activité. Alors pourquoi? Parce que d'abord, les sciences économiques ont fait une analyse historique de l'histoire de la division sociale du travail. La division sociale du travail permettait des processus de spécialisation dans le travail, et à travers les processus de spécialisation, des logiques de gain de productivité, à travers des effets d'apprentissage, à travers la capacité, grâce à la spécialisation, d'introduire le progrès technique et le déployer, et enfin, à travers la question des économies d'échelle, de renouer avec des ressorts importants de la création de valeur. En d'autres termes, les sciences économiques se sont intéressées à la division du travail comme l'un des sous-bassements de la création de la valeur, industrielle notamment, grâce à la façon dont les gains de productivité étaient à même de se diffuser. S'il y avait division du travail, spécialisation du travail, alors le principe d'assemblage de ces actifs, d'assemblage de ces spécialités était posé et se posait alors la question de l'organisation comme logique de coordination. Pourquoi les sciences économiques se sont focalisées sur les enjeux de coordination? Alors il faut bien voir que cette coordination peut être établie, conçue, appréhendée à différents niveaux.
Parce que la division du travail s'est déployée à différents niveaux. D'abord, il y a des divisions du travail qui concernent la division entre secteurs. Les secteurs d'activité représentent des formes de spécialisation. Et historiquement, le processus de croissance est appuyé par une diversification des secteurs d'activité. D'ailleurs, nous assistons toujours à une certaine diversification des secteurs d'activité. Le secteur, par exemple, du conseil, pas du tout un secteur ancien, je considère récent. La question de, finalement, de la production de connaissances et des institutions qui créent de la connaissance en tant que logique sectorielle est quelque chose de relativement récent. Ce processus de spécialisation continue à avoir. Le processus de spécialisation concerne aussi la division du travail entre entreprises, à l'intérieur des entreprises, entre équipes, services, au sein même des équipes, parfois, entre spécialités professionnelles. La question de la coordination était donc une question centrale. Mais cette question de la coordination s'est développée à travers des modalités qui renvoient au prescrit. Coordonner, c'est développer des processus, des séquences productives, des successions de séquences productives ou de séquences en simultanéité temporelle. En d'autres termes, de coordonner ces séquences productives, c'est concevoir des règles, notamment en termes de synchronisation temporelle, c'est concevoir des normes qui permettent d'assurer la coordination. En d'autres termes, la coordination, c'est le prescrit. La coordination s'appuie sur le prescrit et les régulations, notamment dans le monde industriel, se sont établies à partir d'ajustements, notamment d'ajustements off-demand par des stocks intermédiaires, et derrière des logiques de gestion que l'on appelle des logiques d'équilibrage, des techniques d'équilibrage, portant sur les flux de matière, sur les rendements, sur les rythmes, toute une série de questions qu'il s'agissait d'ajuster. Vous voyez qu'ici, la coordination renvoie d'une manière là, très précise à des enjeux normatifs. En d'autres termes, la coordination, c'est l'ordre. C'est ordonner, c'est l'ordre. C'est aussi derrière l'ordre que porte l'encadrement. L'encadrement va être une catégorie de salariés en charge de faire en sorte que ces coordinations s'établissent, que les ordres soient respectés, que la convergence des séquences productives aboutissent aux mêmes objectifs en termes de qualité, de productivité, de rentabilité. L'ordre est au cœur de la question de la coordination. Mais la coordination, malgré tout, ne résout pas tout. Je reviendrai là-dessus après. C'est-à-dire des écarts, des éléments variables, des événements, des choses imprévues qui nécessitent de contourner les ordres, d'interpréter les ordres, de faire face à travers des événements à une intelligence non prescrite, à des activités non prescrites, et on rentre alors dans la dimension de la coopération. Excusez-moi, je vois des personnes debout, du coup je me suis arrêté dans ma phrase. Il y a encore des chaises, venez. Vous n'allez pas être très bon, ça va être pas très agréable d'être debout. Là je crois qu'il y en a une. Il y a encore des chaises qu'on pourrait rapporter sinon, je pense, de l'extérieur. Ouais, un peu de monde. Bon, on peut amener des chaises. On peut faire venir des chaises. D'accord, ok. Alors, bon, désolé pour cette situation debout. Alors, la question de la coopération, qu'est-ce que c'est ? Oui, dans la coordination, on peut envisager un travail, une activité de travail relativement individualisée. Puisque cette division parcellise peut aller assez loin dans l'individualisation du travail, puisque la coordination est en charge d'établir l'unité d'action, la convergence des actions. Mais quand on passe à quelque chose de non prescrit, lorsque l'on passe à la nécessité de se déployer
dans le registre de la coopération, alors on ne peut plus travailler individuellement, alors la question du travail comme travail collectif se pose. L'action individuelle ne suffit pas, l'action individuelle passe par des relations avec les autres. Il s'agit donc d'agir ensemble. Agir ensemble, cela signifie mener des actions collectives en dehors du prescrit. Et là se pose toute une série de difficultés. Premièrement, première chose, premier aspect de cette coopération, il va falloir établir des échanges d'informations, de partager des informations, mais pas au sens d'une donnée. Partager des informations dans la mesure où les informations sont porteuses de sens pour l'action. Donc ce qui va être essentiel dans l'information, ce n'est pas la dimension donnée, c'est la capacité de s'entendre sur le sens à apporter à l'action ensemble. C'est la première difficulté. Quel type d'informations faire circuler? Comment s'approprier les informations utiles? Comment s'approprier les informations porteuses de sens? La deuxième exigence que demande ce travail de coopération, c'est-à-dire d'action collective, la deuxième exigence, c'est d'arriver à se comprendre sur un plan professionnel. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mêmes questions, mais de les réinterpréter d'un point de vue professionnel qui autorise la coopération. Alors, on a besoin de référents. Ces points de vue professionnels vont devoir se construire sur des référents, des systèmes de connaissances qui font doctrine. Sans doctrine, sans concept, sans point de vue professionnel, il est particulièrement difficile de s'engager dans la coopération. Troisième dimension, très importante de la coopération, il s'agit de comprendre les intentions de l'autre. Il s'agit de reprendre ce que l'on dit souvent dans l'althémisme, de comprendre les raisons de l'autre. C'est-à-dire au nom de quoi l'autre s'engage, pourquoi il s'engage, qu'est-ce qu'il fait en s'engageant dans la coopération. Il y a donc un processus d'interprétation subjectif de la façon dont l'autre s'engage dans le travail et une compréhension des raisons pour lesquelles il s'engage dans le travail pour être en capacité de converger, d'être cohérent avec l'autre. Ici se pose donc un problème plus subjectif qui renvoie à la compréhension de la façon dont l'autre s'implique. Le dernier point de la coopération, c'est que la coopération exige de mettre le corps en mouvement. Il n'y a pas de coopération sans corps. Il n'y a pas de coopération sans toucher, sans sens. Le corps se met en mouvement. Il va se mettre en mouvement à travers la parole, à travers l'écoute, à travers les gestes. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui vont contribuer à permettre, à autoriser la coopération. Je me reste là pour l'instant sur la coopération, mais vous voyez, il y a une distinction très forte entre coordination et coopération. Alors deuxième partie, pourquoi la coopération devient une question aussi centrale? C'est-à-dire pourquoi faut-il autant aujourd'hui se préoccuper de cet ailleurs que le prescrit? Mais pour des raisons à la fois économiques, sociales, on va dire même politiques, qui correspondent aux ruptures économiques que nous traversons depuis une trentaine d'années. Alors, j'aimerais vous indiquer au moins 4 ruptures essentielles à avoir en tête, parce que derrière, ça seront 4 types de préoccupations que l'on va devoir prendre en charge dans les logiques de coopération. Tout d'abord, la première rupture, c'est le fait que la différence entre l'économie de service, ou exactement l'économie industrielle et l'économie de service, dans l'économie de service, le rapport à l'autre, au sens, le rapport au bénéficiaire, la coproduction avec le bénéficiaire du service, s'opère en temps réel. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des produits indépendamment des acteurs, qui ont leur autonomie vis-à-vis des acteurs. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de stocks qui viennent réguler l'activité productive et l'échange. Le temps réel est une contrainte extrêmement importante de l'économie de service, des activités de service. On produit et on consomme en même temps, si vous voulez, on s'approprie le service en même temps. Il y a une coproduction, il y a
d'une synchronisation temporelle extrêmement forte de l'engagement productif et de l'appropriation des services par les bénéficiaires. Ce temps réel crée une pression particulièrement forte et surtout des incertitudes particulièrement fortes. Parce que les désynchronisations, les événements, les décalages proviennent constamment. Constamment, l'économie de service est déstabilisée par des événements qui déstabilisent le travail. Déstabilisent le travail et qui obligent les salariés à sortir du prescrit. Les événements créent de l'incertitude. Cette incertitude est un espace où de sortie du prescrit. Et alors, c'est la question de l'engagement dans cet espace non prévu devient essentielle. Le passage de l'économie industrielle, on pourrait le dire comme ça, était relativement stable, avait des possibilités de régulation off-demand relativement prévisibles, ce qui stabilisait le travail et stabilisait le prescrit ou stabilisait la coordination. L'économie de service va déstabiliser la coordination. Deuxième aspect très important, c'est la question de l'immatériel. Dans les dernières années, ça remonte quand même à une trentaine d'années maintenant, nous sommes passés d'une économie fondée sur des ressources matérielles, et d'autre part des attributs matériels des produits réalisés, c'est-à-dire on transforme la matière, matériel au sens où ce qui est transformé est mesurable, dénombrable, normalisable. On est passé d'une économie de ce type-là à une économie immatérielle, au sens où les ressources mobilisées ne sont pas dénombrables, ne sont pas mesurables, et les attributs des services ou les attributs des produits qui sont réalisés ne le sont pas non plus. Et ces questions immatérielles deviennent des enjeux stratégiques pour les entreprises comme pour l'ensemble des organismes publics, parapublics, associatifs. C'est-à-dire que les actifs immatériels, les ressources immatérielles, vont prendre une importance de plus en plus grande dans la dynamique économique. Or, la difficulté, c'est que ce qui relève de l'immatériel n'est pas normalisable, n'est pas dénombrable. Et donc, il se passe ici une question particulièrement troublante pour le prescrit, parce que prescrire l'immatériel ne fonctionne pas. Prescrire la confiance ne fonctionne pas. Prescrire la pertinence ne fonctionne pas. Prescrire l'esthétique ne fonctionne pas. On ne peut pas prescrire l'immatériel. Il y a une contradiction fondamentale entre la dimension immatérielle et la prescription. On peut donner des référents, c'est-à-dire des souhaits, on ne va pas le prescrire. Vous voyez qu'ici, le passage d'une économie matérielle à une économie immatérielle réduit la dimension du prescrit dans l'activité productive, réduit l'espace du prescrit possible. C'est ce qui n'est pas prescrit qui devient essentiel. Et si vous êtes suivi et vous êtes d'accord avec mon propos numéro 1, alors la coopération devient essentielle dans la création de valeur. Le troisième point, c'est que, troisième élément à avoir en tête, c'est le fait que les concepts, les référents, les formes de représentation de la dynamique économique issues de l'économie industrielle perdent de leur pertinence. Les mots qu'on utilise, la façon dont on se représente l'économie à travers un certain nombre de concepts, représente la gestion à travers de ce concept, eh bien, ces éléments-là perdent leur pertinence. Je prends un exemple, la notion de valeur. On a repris ce débat sur la valeur il y a 30 ans, on aurait dit la valeur, d'abord des valeurs en termes de qualité de ce que l'on fait, de valeur d'usage des produits que l'on réalise. C'est la valeur au sens où on va réaliser ces valeurs d'usage, ces produits en grand nombre avec les mêmes ressources, on va faire des gains de productivité. Il y a bien entendu de la valeur monétaire, mais elle n'est pas complètement centrale. C'est-à-dire la représentation monétaire de la valeur économique n'était pas entièrement hégémonique et centrale. Aujourd'hui, vous dites valeur, immédiatement, j'en pense, valeur sur le plan monétaire, financier. En d'autres termes, la valeur a tendance à être réduite à la question marchande, réduite aux questions monétaires. Certes, ce sont des questions importantes,
mais la réduction de la valeur à ces questions monétaires et financières met à contre-pied les salariés de l'expérience du travail qu'ils ont, et ça devient un référent non pertinent par rapport à l'expérience qu'est leur. On pourrait prendre d'autres exemples. La question de l'évaluation. La question de l'évaluation, beaucoup de mal à se mettre en place, parce que l'évaluation renvoie à des questions de mesure, historiquement. On évalue au sens physique du terme, c'est-à-dire que c'est plus ou moins 1 centimètre, c'est plus ou moins 3 degrés, c'est plus ou moins... Donc c'est des tolérances à des mesures. C'est historiquement ce qui revenait à la question d'évaluation, et maintenant on évalue, c'est des jugements de valeur. L'évaluation devient un jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, etc. À propos de catégories qui ne sont pas construites encore. Donc vous avez ici, à travers la question de l'évaluation, une déstabilisation des éléments de repère, une déstabilisation des référents, une déstabilisation de la façon dont les salariés peuvent se représenter les dynamiques économiques. Troisième exemple, les relations marchandes. On dit en une économie de marché. Autre terme, quand on vous dit on est dans une économie de marché, en gros, l'économie serait dominante. Serait dominante au sens où ce qui invoque une économie de marché, c'est la capacité de produire un bien, de l'échanger sur un marché, d'avoir un prix qui vient réguler des éléments de quantité. Donc, immédiatement, marché vous évoque un objet échangé sur un marché avec des logiques de prix qui viennent s'inscrire dans des logiques qui s'adossent à des produits échangés dans une certaine quantité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de logiques marchandes sans marché. Il peut y avoir des échanges marchands, mais sans qu'il y ait de marché pour autant. D'autres termes, vous pouvez avoir des logiques où la monnaie circule, sans que derrière la construction du marché au sens strict du terme soit une référence pertinente. Prenons, puisqu'ici il y a un certain nombre de consultants, l'activité de consultant, c'est une activité marchande, il y a beaucoup de champs marchands pour les consultants, mais il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de capacité à déterminer un objet particulier qui va être échangé. Il va y avoir une activité de coproduction avec un bénéficiaire, il va y avoir une co-élaboration d'un projet de consultance, d'accompagnement, de conception, etc. Mais il n'y a pas de marché. Le marché est fantasmatique. Le marché n'est pas compréhensible. Vous avez des tas de situations en termes économiques où le public s'articule au privé. Les citations, la façon dont un certain nombre d'opérations sont solvabilisées est une combinaison d'activités qui relèvent de transferts publics et d'activités qui relèvent d'échanges marchands. Les services à la personne en sont l'exemple même. Vous avez donc toute une série d'activités beaucoup plus complexes que la question du marché, et le marché est un référent inopérant par rapport à une série d'activités économiques. On va prendre une série d'autres éléments, tout ça pour vous dire que les transformations structurelles qui se sont déroulées ces 30 dernières années, qui sont aussi importantes que la révolution industrielle fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, changent les données de l'économie, changent les données de la création de valeur, et lorsque l'on utilise les anciens référents, eh bien, les gens sont perdus, en d'autres termes, sont perdus ou perte de sens de ces référents, ce qui crée un trouble, ce qui crée une incertitude, ce qui crée quelque chose qui, encore une fois, sort du prescrit. Toutes ces raisons font que le prescrit est aujourd'hui faiblement opératoire. Le prescrit est aujourd'hui peu opérant pour assumer les tâches et l'activité de travail, pour assurer les objectifs que se donnent les organisations productives, qu'elles soient industrielles ou de services. La coopération, alors, devient absolument centrale. La coopération devient un objet central. Certes, il reste, bien entendu, de la coordination, certes, il reste du prescrit, mais l'essentiel de la valeur ne se crée pas sur la base du prescrit, c'est l'inverse. L'essentiel de la valeur va s'établir sur la base de cette coopération. Alors, troisième partie de mon propos. Ça va, François? C'est bon? Oui, papa. Bon. C'est mon ange gardien, François. Ma troisième partie, c'est toute coopération suppose la confiance. Alors, si la coopération est centrale dans la création de valeur, et si toute coopération suppose de la confiance,
Vous comprenez alors que la confiance devient l'un des actifs immatériels, stratégiques et essentiels des organisations et des entreprises. Alors pourquoi? Sous quelle forme? Alors, d'abord, il faut avoir en tête que la coopération peut se décrire sous 3 modalités, ou dans 3 orientations. La plupart du temps, historiquement, on a reconnu l'existence de la coopération horizontale, c'est-à-dire la coopération entre pairs, au sein d'une même équipe, donc entre collègues, pour reprendre une expression comme ça un peu répandue. C'est la première type de coopération. Il va falloir donc des confiances entre collègues. Il va falloir établir, pour que cette coopération puisse se développer, une confiance dans ce cadre horizontal. Le deuxième type de coopération traditionnelle, c'est aussi la coopération verticale, au moins traditionnelle, à vrai dire. La coopération verticale, c'est-à-dire l'idée de coopération au sein de la ligne hiérarchique. La coopération des cadres avec leurs collaborateurs et inversement, la façon de collaborer des collaborateurs avec leurs cadres, avec leurs responsables. Cette coopération exige aussi de la confiance. Cette fois-ci, une confiance interne à la ligne hiérarchique. Confiance qui est attribuée au cadre, confiance qui est attribuée par le cadre aux collaborateurs. Sans confiance, ici, pas de coopération possible. Troisième dimension de la coopération, c'est la coopération transverse. On appelle dans notre jargon, à nous, une coopération transverse pour la désigner, c'est-à-dire la coopération avec les bénéficiaires des services. Pareil, les bénéficiaires des services sont confrontés au fait que ce qu'ils attendent d'un service qui est prescrit sur le papier du service, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe, eh bien, il va falloir coopérer entre le prestataire de service et le bénéficiaire du service, ce qui va reposer sur de la confiance. En d'autres termes, il y a 3 formes de coopération: la coopération horizontale, la coopération verticale, la coopération transverse. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de coopération sans confiance? En d'autres termes, comment s'expliquer le fait que la coopération exige cette confiance? Eh bien, si on essaie de ramasser les choses en 1 ou 2 mots, la coopération exige de s'impliquer. Les personnes, les individus, salariés, quel qu'il soit leur niveau de responsabilité, sont obligés de s'impliquer à travers la coopération, et à travers cette implication, ils prennent des risques. Ils prennent des risques vis-à-vis d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, et ils prennent des risques vis-à-vis des autres. Et c'est cette prise de risque qui pose le problème de la confiance. Pour vous donner quelques exemples, parce que les prises de risque ne sont pas les mêmes selon le type de coopération. Les prises de risque ne sont pas identiques lorsqu'on est dans la coopération entre pairs, lorsqu'on est dans la coopération avec le cadre et lorsqu'on est dans la coopération avec le client, avec le bénéficiaire, puis ensuite avec le cadre. Je vais reprendre quelques exemples et vous montrer les problèmes qui se posent. Dans la coopération horizontale, dans le travail qui va s'opérer, dans l'engagement qui va s'opérer avec l'autre, donc dans la coopération avec l'autre, eh bien le travail s'opère sous le regard de l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous dévoilez à l'autre la façon de faire, la façon dont vous faites, vos recettes, vos techniques. Si Christophe était là 2 jours, il dirait les tricheries, la façon dont vous bidouillez, la façon dont vous vous débrouillez de situations. En gros, voilà, vous livrez devant l'autre. Pas très agréable si on n'a pas confiance dans l'autre, pas très agréable si on n'attend pas de l'autre de l'empathie, pas désagréable, très agréable si on considère que l'autre, tout d'un coup, va établir un jugement de valeur sur vos boudillages. Là, il y a un premier risque, la vulnérabilité par rapport au jugement des pairs. On est vulnérable. Et pour pouvoir surmonter cette vulnérabilité, il faut que la confiance soit établie, construite, stabilisée. Deuxième aspect, agir ensemble, c'est s'engager. C'est donc capable de faire face aux événements ensemble. Et sans donc prendre le risque d'une défaillance. Parce que certains événements nous conduisent à la défaillance. Mais l'autre, en s'engageant, attend que vous teniez le coup,
attendent que vous soyez capable de faire face à cet événement, parce qu'ils comptent sur vous dans la coopération. Le risque de défaillance est extrêmement désagréable. Le risque de se présenter dans une incapacité à faire face devant l'autre est extrêmement pénible. Une logique défensive peut se mettre en place. Troisième risque, troisième difficulté, c'est la question des territoires, des périmètres. La coopération exige de se déplacer par rapport à sa responsabilité initiale. La coopération exige de se déplacer par rapport à son périmètre de responsabilité. Et bien entendu, en se déplaçant de son périmètre de responsabilité, on l'offre à l'autre. Et donc on offre la possibilité que l'autre rentre dans son propre périmètre de responsabilité. Et là, les questions dites de pouvoir, de place, de rapport de force se posent. Si on n'a pas confiance que l'autre ne va pas prendre sa place, alors on ne va pas souffrir à la coopération. Vous voyez ici, des logiques défensives se mettent en place si la confiance n'est pas construite. Il y a des éléments qui viennent freiner intrinsèquement la question de la coopération, qui sont d'ordre subjectif, mais d'une subjectivité ou d'une intersubjectivité envoyée à la question du travail. Dans le cadre de la coopération transverse, il existe aussi d'autres difficultés. Par exemple, il existe le risque de défaillance. J'avais toujours été étonné et extraordinaire de cette expérience au Japon quand je suis pris pour la première fois un taxi à Tokyo. La porte s'était fermée à clé. Alors, je ne comprenais rien du tout. J'ai essayé d'ouvrir la porte du taxi pour rentrer dans le taxi. Et non, c'était fermé à clé. Et en fait, on m'a expliqué après, en fait, le taxi ne vous ouvre la porte que s'il est sûr d'être capable de vous accompagner à destination. En d'autres termes, s'il est sûr d'être capable d'assumer la mission qui est la sienne, à savoir vous transporter là où vous souhaitez être transporté. Il n'est pas question de défaillance. La défaillance, c'est la déchéance. Vous voyez bien que ici, dans la relation à l'autre, dans le service apporté à l'autre, il y a ce risque de défaillance qui n'est pas facile à assumer, parce que le service porte sur une promesse. On promet aux étudiants de leur enseigner quelque chose d'à peu près intelligent et intéressant. On promet ici, en venant ici, de vous apporter des choses pas complètement stupides. On vous promet, quand vous allez voir un médecin, qui vous soigne mieux et que vous ne ressortez pas de l'hôpital les pieds en devant. Il y a donc une promesse. Et ça, cette promesse, en même temps, vous confronte au risque de défaillance. Deuxième aspect dans la coopération transverse, c'est le risque d'envahissement. C'est-à-dire que la grande difficulté dans la coopération transverse est dans la capacité à entendre les raisons de l'autre, à interpréter les attentes de l'autre, c'est que vous êtes obligé d'aller vers l'autre. Vous êtes obligé d'aller vers ce qu'il considère, ce qu'il attend. Donc un mouvement, on pourrait dire comme ça, généreux vers l'autre. Et ce mouvement peut être sans limite. Ce mouvement peut être non borné. Et la grande difficulté ici, c'est alors d'être pris, d'être envahi par les problèmes de l'autre. D'ailleurs, vous qui êtes ici, qui êtes souvent dans des services immatériels, vous rêvez de vos clients, de vos étudiants, de vos patients, etc. C'est-à-dire que vous êtes pris par les problèmes de l'autre. Et là, il y a ce risque d'envahissement est très important parce qu'il y a est-ce qu'on est capable de mettre des limites? Comment mettre des limites? Où est le périmètre? Où arrêter le périmètre de la coopération? Où ça s'arrête? C'est un risque extrêmement important. Lorsque ce périmètre n'est pas construit, eh bien, si la confiance n'est pas établie, enfin, avec les bénéficiaires, l'engagement va être retenu. Je prends maintenant quelques exemples de la coopération verticale, pour vous montrer un peu les difficultés que rencontre cette coopération. Eh bien, le premier problème, c'est que la coopération verticale, pour qu'elle puisse s'établir, il faut qu'elle s'établisse à propos d'enjeux. Le problème de difficultés rencontrées dans le travail. On va être en situation d'identifier ces difficultés, de les mettre en discussion dans les équipes en présence de hiérarchiques. En d'autres termes, il faut être capable de faire la distinction entre soi et les problèmes rencontrés dans le travail. Et surtout, à travers cette capacité à les mettre en discussion, eh bien, il faut affronter le risque de jugement d'incompétence du point de vue hiérarchique. Le jugement du hiérarchique sur la compétence est extrêmement mal vécu, et donc il faut arriver à avoir un système de confiance avec la hiérarchie pour être en situation de présenter les difficultés de telle manière que ces difficultés sont bien des difficultés du travail, liées au travail,
aux événements, à la forme de coopération, et pas des éléments liés à soi. Cet enjeu du risque de jugement d'incompétence est un élément très important lié de frein des formes de coopération verticale. Inversement, pour le hiérarchique, rentrer dans la coopération verticale, c'est se prendre le risque de voir se présenter des problèmes auxquels on n'a pas de réponse. Avec un système de connaissances qui ne correspond pas à un système de connaissances permettant de surmonter les problèmes engagés. Et là, cette fois-ci, c'est un jugement d'incompétence du cadre vis-à-vis de son collaborateur. C'est un risque pour le cadre de s'engager dans la coopération et de trouver dans une situation, il n'est pas en situation d'apporter les ressources utiles pour surmonter les obstacles et les difficultés. Ici, le cadre est renvoyé lui aussi à un problème de jugement d'incompétence. Lorsqu'on est dans l'ordre, lorsqu'on est dans la consigne, lorsqu'on est dans le contrôle, lorsqu'on est dans la logique du cadre fordien, si on peut, c'est tout ça, le cadre inscrit dans la logique de coordination, le risque n'est pas pris. S'adosser uniquement au prescrit, s'adosser pour le cadre uniquement sur ce qui est prévu, c'est extrêmement confortable. Ça n'engage pas, ça vous protège. En d'autres termes, l'adossement au prescrit dans des situations telles que nous les vivons, c'est une façon de se défendre. C'est une façon de se défendre. Autre risque dans le cadre hiérarchique, c'est que pour les collaborateurs, s'engager dans une coopération verticale, c'est risquer de tomber dans une perte d'autonomie. C'est de risquer de perdre son autonomie de pensée, voire tomber dans un chantage à la loyauté. C'est-à-dire que le cadre est en situation, à un moment donné, de faire une pression sur les collaborateurs au regard de la loyauté. Mais pas la loyauté vis-à-vis du sens de l'action, pas la loyauté vis-à-vis du sens du projet, pas la loyauté vis-à-vis de la stratégie de l'organisation, mais la loyauté vis-à-vis de la personne. Et là, tout d'un coup, les gens qui s'engagent dans ce type de coopération sont confrontés à un risque où la loyauté est un élément essentiel de leur engagement dans le travail, mais vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis du sens du travail, risque de glisser vers une loyauté à la personne et tomber dans une situation d'être un vassal, donc une perte d'autonomie et de liberté. Troisième, dernière dimension, après je vais arrêter, c'est la question de risque de transformation des désaccords professionnels en lutte de pouvoir. Ça c'est archi connu, c'est-à-dire c'est le fait que des désaccords professionnels sont mis sur la table pour des raisons qui sont liées à des réflexes liés à l'absence de confiance, ils se transforment alors dans des conflits de place, de pouvoir, de périmètre. C'est particulièrement vrai dans les équipes de cadre, dans les équipes lorsqu'on monte dans le niveau hiérarchie, mais c'est vrai dans toute situation. Voilà pour la troisième partie, c'est-à-dire en quoi la coopération engage, fait prendre à la personne des risques, et si la confiance n'est pas là, si la confiance n'est pas été établie, si la confiance n'est pas un actif moteur de l'activité, alors les logiques défensives se mettent en place, la coopération ne se produit pas, un processus de rétraction vers la coordination s'impose. Alors la quatrième partie, c'est, si on me suit ici, alors on est dans une situation un peu difficile, parce que un certain nombre de situations que vous devez vivre, que nous avons vécues, qui correspondent à l'expérience de chacun, ces situations sont tellement détériorées que la confiance n'existe plus. La confiance n'existe plus. Or, je le disais tout à l'heure, la confiance est un prérequis de la coopération. Alors comment faire pour développer la coopération alors que la confiance n'est plus là, ou si affaiblie qu'elle n'est pas un actif immatériel suffisamment construit pour engager cette forme de coopération? Voilà un des premiers problèmes. Le deuxième problème que l'on peut se poser, c'est, alors lorsque la coopération est rétablie ou présente, dans quelle logique dynamique, comment développer cet actif immatériel, comment renforcer cette confiance, puisqu'elle va être l'une des sources essentielles de la coopération.
De ce point de vue, la confiance est à la fois un prérequis et un résultat. La confiance est donc prise dans une logique récursive. Ça doit être là pour que la coopération s'engage, et en même temps, la coopération vient renforcer la confiance, ou, si cette coopération n'arrive pas à se développer, à détruire cette confiance. Alors, deux points. Hein, 2 points. Je vais essayer d'aller peut-être un tout petit peu plus vite. Si le prérequis de la confiance n'existe pas, comment la rétablir? Alors, il ne peut pas s'établir dans le système hiérarchique actuel. Dans la hiérarchie, dans les collectifs de travail hiérarchisés, si la confiance n'est pas là, on ne peut pas la rétablir. Ça peut pas être un souhait en disant rétablissons la confiance, faisons l'hypothèse de la confiance, réengageons. C'est absolument impossible. Il n'y a pas de capacité dans l'organisation hiérarchisée de rétablir la confiance en tant que telle si elle est devenue si faible qu'elle n'est plus opératoire. L'injonction de la confiance ne fonctionne pas. Allons-y les petits gars, ou faites-vous la confiance, c'est absolument inopératoire. Le problème, c'est de déplacer. C'est d'engager un processus initial de déplacement des groupes hiérarchisés, d'abord vers un groupe de pairs. Il faut construire les groupes de parole, établir des groupes de pairs, c'est-à-dire de groupes hors hiérarchiques. Parce que c'est sur la base de cette parole que va pouvoir se reconstruire un point de vue professionnel, que va pouvoir se réélaborer un point de vue professionnel, et qu'alors ce point de vue professionnel pourra être réintroduit dans les collectifs hiérarchisés. Et tant que ces points de vue professionnels ne sont pas construits d'une façon suffisamment forte, de telle manière que soit distingué ce qui relève de la personne, ce qui relève du travail, tant que les questions de travail n'ont pas été socialisées à un point tel qu'elles ont été formalisées, élaborées, il n'est pas possible de discuter de cela dans les situations hiérarchisées. Ça ne marche pas. En d'autres termes, il y a besoin, à travers de ces groupes de pairs, de faire en sorte que l'échange, à travers la parole, conduise à un processus d'élaboration d'une posture, d'un point de vue professionnel. Simplement, ça ne peut pas se faire spontanément. Ce n'est pas parce qu'on mettait les pairs ensemble, un groupe de pairs ensemble, que ceci va se mettre en place. Il y a besoin de la présence d'un tiers. Ce tiers, ça peut être quelqu'un d'interne à l'entreprise, ça peut être quelqu'un de la DRH de l'entreprise, ça peut être quelqu'un consultant interne, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Il nous arrive, nous, à TEMI, d'être mis dans cette situation de terrain. Je pense que vous aussi, pour certains d'entre vous, consultants, chercheurs. En d'autres termes, il faut une posture de tiers, il y a la présence d'un tiers. La présence d'un tiers va avoir 2 fonctions essentielles. La première fonction, c'est de faire en sorte que l'élaboration de points de vue professionnels arrive à se construire en déplaçant les enjeux des personnes vers le travail. Il faut absolument tenir la ligne de conduite du déplacement, la personnalisation des conflits ou des enjeux ou des difficultés vers les difficultés rencontrées dans le travail, dans la coopération. En d'autres termes, il y a tout un travail d'écoute et de réélaboration de ce qui est dit pour établir une distinction entre la personnalisation des enjeux ou des difficultés avec la socialisation de ces difficultés au sein du travail de la coopération. C'est le premier élément, la première tâche, la première ligne de conduite du tiers dépersonnalisé, socialisé en les renvoyant aux enjeux de coopération. Le deuxième élément, et pour accompagner ce processus, tenir cette ligne de conduite qui n'est pas facile à tenir, le deuxième élément, c'est apporter des éléments de compréhension de ce qui se joue, apporter des éléments de compréhension sur la base des sciences du travail ou sur la base de l'état de l'art d'un certain nombre de professions, ergonomes, psychologues, autres. En d'autres termes, il y a ici les éléments un appui à travers l'apport de connaissances pour être capable de faire en sorte que ces éléments de connaissances soient des points d'appui à la construction des points de vue professionnels. Troisième dimension, les points de vue professionnels ne sont pas forcément homogènes. Il y a toute chance, au contraire, qu'au sein des pairs,
la diversité des expériences les conduisent à développer des points de vue hétérogènes. Et il y a nécessité de reconnaître cette hétérogénéité des points de vue professionnels. La recherche de la cohésion, de l'homogénéité, en réalité, est une fuite par rapport aux enjeux. Les enjeux du travail sont forcément contradictoires. Les obstacles rencontrés dans la coopération sont forcément des obstacles qui présentent des contradictions, et le rapport qu'ont les uns et aux autres à ces obstacles n'est pas forcément et généralement pas le même. En d'autres termes, il doit être organisé une confrontation, pas confrontation au sens violent du terme, mais ces lieux, ces groupes de pairs, ces groupes de parole, sont des lieux de confrontation de points de vue professionnels. Il s'agit donc à la fois d'élaborer les points de vue professionnels, d'accompagner leur élaboration et leur confrontation. Et c'est une fois... et dernier aspect de cette confrontation doit permettre de faire émerger des pratiques de construction de règles, des pratiques de construction de référents, de pratiques de construction de cadres qui vont permettre ensuite aux acteurs professionnels de converger et de dépasser les contradictions qui existent entre eux. Il y a donc ici, si vous voulez, dans la constitution de ces groupes de pairs, 4 éléments essentiels à avoir en tête. La question de la parole comme un mode d'élaboration de la pensée, la question de la présence du tiers, la question de l'élaboration contradictoire des points de vue professionnels, de leur confrontation, et enfin l'émergence, le soutien à l'émergence d'un cadre de référence. C'est une forme, sur un plan économique, que l'on appelle d'institutionnalisation de règles en convention. C'est une fois que ce travail est fait, que les points de vue ont pu être construits, alors que ces points de vue peuvent être rapatriés dans les collectifs hiérarchisés, c'est-à-dire dans les espaces où les espaces de décision mobilisent les responsables de hiérarchie. C'est qu'une fois que ce travail a pu être fait, alors que le processus peut être rapatrié et que la confiance pourra être construite dans les groupes hiérarchisés. Mais ça demande aussi une posture spécifique des managers à l'intérieur des équipes hiérarchisées. C'est-à-dire, ça demande une compréhension de la part des managers de la différence entre la coordination et la coopération, une compréhension de la différence qui existe entre le prescrit et le réel, de la nécessité de la coopération pour prendre en charge le réel, autre que le prescrit, donc en décalage avec le prescrit. En d'autres termes, ça demande que le manager sorte d'une position lui-même de non-confiance, au sens où cette position défensive, adossée au contrôle, adossée au respect des règles, doit être capable d'engager une posture autre, c'est-à-dire de mettre en jeu, à travers sa présence dans les situations, d'être capable d'être un apport de ressources, une transmission d'expérience et un rôle de transmission de connaissances. Alors, une fois que ce travail est accompli, les éléments de confiance peuvent être renouvelés au sein des collectifs hiérarchiques. Voilà le premier aspect que je voulais dire. Comment passe-t-on de la non-confiance à de la confiance? Deuxième dimension, c'est le renforcement de la confiance. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, parce que je vois que le temps passe et qu'on peut garder une discussion. J'ai quelle heure? C'est 7h30, François? Jusqu'à 7h30 hein? On peut avancer pas plus mal. Bon, alors, si c'est un peu avancé pas plus mal, je vais essayer d'aller plus vite. On peut revenir à besoin de la discussion. Parce que le point essentiel, c'était comment rétablir de toute façon la confiance. Renforcer la confiance, c'est donc trouver les moyens de faire en sorte que l'engagement de la confiance dans la coopération, de manière récursive, se développe au fur et à mesure que les processus productifs sont mis en œuvre. Le point clé, c'est l'évaluation. Le point clé, c'est la capacité de mettre en œuvre des procédures d'évaluation. Pas d'évaluation individuelle, pas d'évaluation des personnes, d'évaluation de la coopération. Il y a besoin d'évaluer la coopération dans le travail. Alors ça peut se faire, ça ne peut pas se faire tout le temps, ça se fait dans des moments particuliers. Vous bien comprendre que l'évaluation est ici un investissement,
C'est un investissement immatériel, ça demande donc des dépenses financières, ça demande du temps, ça demande pour les personnes, pour le tiers. Ça peut se faire à l'occasion d'un incident, de tension, ça peut se faire à la demande d'une direction, ça peut se faire à la demande de responsables de service, et ça se fait dans un moment spécifique, dans un temps donné. Et ces dispositifs d'évaluation de la coopération sont essentiels pour faire remonter les difficultés du travail, pour être capable de mettre les difficultés, les obstacles, les contraintes du travail, et notamment de la question de la coopération, sur la table, pour en discuter. Pour en discuter, pourquoi ? Et pour pouvoir être en situation de développer des pratiques déontiques, c'est-à-dire des pratiques de constitution de règles, des pratiques d'innovation et des pratiques de professionnalisation. J'en reste là. En d'autres termes, les dispositifs d'évaluation seront des dispositifs qui renforcent la confiance comme un actif immatériel, qui s'engagent dans une logique de professionnalisation sur la base d'une compréhension des enjeux de la coopération. Pour stabiliser et continuer dans le temps, parce que comme je viens de dire, le moment de l'évaluation ne veut pas être une dynamique pérennisée dans le temps. Pour que ce processus se pérennise en dehors des situations temporelles, des séquences temporelles dans lesquelles les évaluations sont développées, il y a besoin de stabiliser des groupes de pairs. En d'autres termes, il y a besoin de créer, voire de développer des groupes construits sur la base de la délibération des questions professionnelles. Cela doit être pérenne, soit de manière informelle, mais aujourd'hui on a besoin de les formaliser compte tenu des situations de travail extrêmement dégradées. En d'autres termes, il y a besoin de constitution de groupes de pairs à tous les niveaux hiérarchiques. Je le dis bien, à tous les niveaux hiérarchiques, jusqu'aux dirigeants. Sans groupe de pairs, cette question les questions de la confiance comme actif essentiel de la coopération ne pourra pas se stabiliser et se développer. Quatrième point, j'ai fini. Pour pouvoir faire en sorte que cette confiance se développe, vous vous rendez bien compte qu'il y a, à travers cette activité déontique, cette activité professionnelle de construction de référents, il y a la nécessité de construire des doctrines. Des doctrines, c'est-à-dire des doctrines d'entreprise et des doctrines professionnelles. Mais ces doctrines ne peuvent pas se construire uniquement sur l'espace de l'entreprise, à l'intérieur du périmètre de l'entreprise. Pour se développer, pour se renforcer, elles ont besoin de se construire dans une logique qui associe l'interne à l'entreprise et l'externe à l'entreprise. L'extériorité à l'entreprise. C'est la constitution de communautés de pensée et d'action. C'est l'enjeu stratégique de la constitution de communautés de pensée et d'action qui permet l'articulation interne-externe. De ce point de vue, c'est l'un des axes centraux de l'activité de Thémis. Constituer des lieux où peuvent se développer les communautés de pensée et d'action. Cette séance en est pour nous une expression. Cette conférence en est une expression. Le dispositif de conférence en est une expression. Nous avons l'intention, parce qu'il y a plusieurs demandes qui nous ont été faites, de renforcer cette logique de communauté de pensée et d'action par des instances de retour d'expérience de personnes appartenant à différents organismes, retour d'expérience, professionnalisation en présence de collègues d'Athémis, et nous avons aussi l'intention de développer la question de la coopération comme un débat d'opinion, c'est resituer la question de la confiance et de la coopération dans le débat d'opinion étant un élément essentiel de la constitution de ces communautés de pensée et d'action. Voilà en quelques temps ce que je voulais dire pour l'essentiel entre confiance et coopération, la différence entre coordination et coopération et l'importance de la confiance comme actif immatériel de la coopération. D'une certaine manière, on le sent bien, c'est à travers cet enjeu de confiance et coopération un nouveau moyen de comprendre ce qui se joue dans le travail. Le travail à la fois comme élément de construction de soi, donc qui renvoie à la question de la personne comme individu, comme sujet, et en même temps la confiance et la coopération comme moyen, levier de création d'une valeur socialisée. En d'autres termes, c'est le moyen d'articuler l'individu et le collectif, d'associer
enfin les problèmes de construction de soi et d'intervention dans la vie publique. Je vous remercie.